exploiter les verbatims de vos clients de la manière la plus opérationnelle possible et d'en faire un véritable outil de pilotage de la relation client. Je suis donc Alexandre Lisieux, responsable marketing digital chez Eloquent, et aujourd'hui je suis en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Bliem, donc je suis chef de produit sémantique. Ça consiste pour moi à élaborer l'offre sémantique et aussi faire le lien principalement entre les équipes techniques et les équipes commerciales. Très bien. Donc avant de commencer ce webinaire, quelques petits conseils pratiques. Vous allez pouvoir poser vos questions au fil de l'eau dans la fenêtre de chat et on y répondra à la fin. À l'issue de ce webinaire également, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, vos suggestions. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne Webikeo et aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment pour être au courant des futurs webinaires. Et enfin, n'oubliez pas le petit bouton Zoom to Fit en bas à droite de votre écran si jamais vous voyez mal le PowerPoint de présentation, ce qui serait fort dommage. Bien fini la pub, maintenant passons au programme de ces 30 prochaines minutes que nous allons passer ensemble. On aura une première partie sur l'analyse sémantique qui rappelle les définitions. Ensuite, une partie sur l'intérêt d'utiliser de telles solutions pour votre entreprise. Comment la mettre en œuvre, pas une mince chose à faire. Et puis enfin, on terminera par une partie sur les questions-réponses. Très bien. Alors Mathieu, quelques rappels sur l'analyse sémantique. Oui, alors l'analyse sémantique, au final, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode, ce sont des algorithmes qui vont permettre d'extraire des informations d'un corpus de verbatim. Alors, quand je dis un corpus, ça veut dire un ensemble de textes finalement. Ça peut être des mails, ça peut être des réponses issues d'une enquête. Et les informations qu'on va extraire de ce corpus, ce sont tout d'abord les concepts. Alors les concepts, ce sont les idées qui sont exprimées par les personnes au travers de leur verbatim. Alors ce traitement d'extraction des concepts, c'est un traitement statistique, type comptage de mots, mais un petit peu plus élaboré. Et il va compter donc les informations qui sont le plus citées par les gens. Et typiquement, si vous êtes opérateur téléphonique, mais que 100 ou 200 personnes parlent de chaussures dans leur verbatim, le concept chaussures va ressortir, même s'il n'a rien à voir avec le métier qui est le vôtre. À l'inverse des catégories, donc catégorie, c'est le deuxième élément qu'on peut extraire grâce à l'analyse sémantique. Les catégories, ce sont des regroupements d'idées. Donc par exemple, si vous êtes un e-commerçant et qu'on vous cite escarpins, espadrilles, pantoufles, etc., basket, on va mettre tout ça dans une catégorie chaussures. Donc là, c'est un regroupement d'idées et on est capable d'extraire des catégories de manière automatique pour pouvoir classifier un ensemble de verbatim. Ensuite, il est aussi possible d'extraire des opinions, donc opinions positives, opinions négatives qui sont exprimées dans un verbatim. Et ce qui est important, c'est qu'on est capable d'extraire une opinion qui est exprimée sur une partie du verbatim. Donc parfois, dans une phrase, vous avez 2, 3 opinions qui sont exprimées. Et c'est important de pouvoir travailler au niveau de chaque morceau de phrase pour pas faire un classement global qui voudrait pas forcément dire quelque chose, mais bien isoler les parties de phrase qui font ressortir l'opinion. Ensuite, l'analyse sémantique permet aussi de faire ressortir les sentiments, tels que les clients en souffrance, les clients qui sont en colère, et puis aussi les risques, par exemple les risques de résiliation, un client qui exprime le fait qu'il risque de partir à la concurrence, les risques de plainte, et enfin les risques de réclamation. Donc tout ça, ce sont des traitements qu'on peut automatiser. On a un petit exemple juste après. On va passer à la suite. Donc là, on a une phrase exemple. Le restaurant d'hier était situé dans un cadre exceptionnel, mais les plats étaient trop gras et l'addition était trop élevée. Donc là, on a une phrase avec plusieurs concepts, plusieurs catégories qui peuvent être définies en fonction de ce dont vous avez besoin d'identifier. Et ici, on voit 3 opinions. Donc, une opinion positive, cadre exceptionnel. Donc ça dénote une émotion ou une opinion positive. Et 2 opinions négatives, plat trop gras, addition trop élevée. Voilà. Et donc, quand vous avez un corpus, un ensemble, mettons, de 2000 verbatim, il est tout à fait possible d'extraire 3000 opinions, par exemple, et 4200 catégories. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Donc, les opinions et catégories, ce sont des éléments multiples par rapport à une phrase, à un verbatim. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que l'analyse sémantique est de plus en plus utilisée? Quel est son intérêt? Parce que c'est vrai qu'on a quand même
On a déjà les notes de satisfaction, on a quand même pas mal d'autres indicateurs. Donc, quel est l'intérêt finalement en plus de l'analyse sémantique? Oui, alors ça vient en complément. En fait, avec la digitalisation de la relation client, il y a vraiment beaucoup d'informations à traiter et notamment les canaux utilisés par vos clients se multiplient. Typiquement, ils peuvent utiliser les mails, les chats, votre site web, des enquêtes qu'ils reçoivent, les réseaux sociaux, là on voit Facebook, Twitter, des blogs, forums et même vous pouvez aussi exploiter des informations qui sont déjà contenues dans votre CRM. Alors aujourd'hui, la voix reste un média essentiel. On a toujours autant d'appels au centre d'appel, mais la partie écrit augmente énormément, et notamment chez les jeunes qui utilisent beaucoup leur téléphone pour les réseaux sociaux, par exemple, ou via les SMS. Et puis les acheteurs sur le web qui, entre 85 et 95%, consultent les avis des clients. Donc c'est vrai que c'est les contenus textes qui sont très très importants, évidemment. Oui, tout à fait. Et de ce fait, le contenu textuel se doit d'être exploité. Il est très important parce qu'en fait, c'est lui qui fait ressortir la voix du client. Donc, il contient à la fois les leviers d'optimisation, c'est-à-dire ce dont les personnes parlent un petit peu en négatif et qui peut être amélioré dans votre offre, et aussi les sources d'enchantement, donc ce qui plaît à vos clients et sur lesquels il faut s'appuyer. Et donc, en fait, pour répondre à ta question de tout à l'heure, à quoi sert l'analyse sémantique alors qu'on a déjà des notes de satisfaction? En fait, les notes, elles mesurent la satisfaction, et l'analyse sémantique permet d'expliquer les causes, donc de trouver les causes positives ou négatives, pourquoi on a telle ou telle note. Donc, au final, il est nécessaire d'automatiser le traitement. Oui, j'ai oublié une petite statistique. Aujourd'hui, on a 9 entreprises sur 10 qui traitent les verbatim à la main. Alors, ça présente beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord, en traitant à la main, en général, on n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que si vous recevez 10 000 verbatim par mois, il n'y a personne qui va se palucher les 10 000 et tous les relire, les catégoriser. Donc, le risque, c'est qu'on passe au travers d'un verbatim ou de plusieurs qui sont très virulents. Et si on ne les traite pas, ces gens-là, les gens qui ont exprimé leur mécontentement, risquent de faire un bad buzz sur Internet et ça va vraiment porter atteinte à l'image de votre marque. Donc, on n'est pas exhaustif. Ensuite, c'est très très long. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de traiter 1000, 2000, 5000 verbatim. C'est assez fastidieux et long. Ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut prendre quelqu'un à plein temps s'il y en a beaucoup. Et en plus, on risque d'avoir des réponses pas forcément homogènes. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui reçoit une question par mail et puis quelqu'un qui en reçoit une sur le site web et un autre opérateur qui reçoit une question par téléphone, probablement votre réponse risque de ne pas être homogène. Donc, d'où la nécessité d'automatiser le traitement. C'est là qu'intervient l'analyse sémantique et donc on va vous montrer comment on peut exploiter la richesse du texte. Une fois qu'on aura extrait les données, donc les concepts, catégories et opinions, on va ajouter ça aux données structurées. Donc en fait, on va déjà structurer les verbatim en sortant la liste des catégories, opinions, émotions. Et on va ajouter ça aux autres données structurées que vous auriez, par exemple le profil du client, son âge, quelle note de satisfaction il a mis, etc. Et avec tout ça, on va construire des rapports, mettre en œuvre des plans d'action qui se veulent opérationnels et prêts à l'emploi. D'accord. Donc moi, je suis client, je ne connais pas grand-chose à l'analyse sémantique. Comment est-ce que je peux mettre en œuvre une telle solution et quel est le point de départ finalement? Oui, alors je vois bien ton problème. Effectivement, on a déjà pas mal de clients qui ne connaissent pas vraiment l'analyse sémantique et qui veulent se lancer. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un corpus de 5000 à 10 000 verbatim, pas moins parce qu'il faut quand même avoir quelque chose de représentatif. Donc, en dessous de 5000 verbatim, on risque de passer à côté de certaines idées. Et au-dessus de 10 000, il y a peu de chances qu'on ait de nouvelles idées exprimées. Donc, 5 à 10 000, c'est bien suffisant, sauf si tu souhaites faire une analyse plus fine, par exemple au niveau de chaque agence d'une banque. À ce moment-là, si on veut avoir quelque chose de représentatif, il faut un gros volume pour que chaque agence ait suffisamment de verbatim. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a cet ensemble de verbatim, l'analyse sémantique va permettre de construire un nuage de concepts. C'est l'image qu'on voit en haut à droite. Ça représente donc les idées exprimées dans l'ensemble des verbatim. Et puis, il y a une technique qui s'appelle le clustering dynamique, qui est représenté un petit peu en bas à droite. C'est en fait le clustering va permettre de manière automatique de sortir les notions principales exprimées dans le corpus en regroupant déjà les idées qui sont proches les unes des autres. Donc on a une vision des idées exprimées.
Ensuite, si on veut faire joujou, j'allais dire, si on veut jouer avec le corpus de 10 000 verbatim, regarder l'équivalent du nuage de concept et du clustering dynamique sur une sous-population, faire des filtres, etc. Il existe des IHM qui permettent de faire ça. Alors, une IHM, si tu peux rappeler ce que c'est. Une IHM, c'est une interface homme-machine. Donc en fait, en gros, il existe des interfaces, il existe des logiciels qui permettent d'explorer les verbatims. Alors l'avantage de ce genre de logiciel, c'est que vous allez pouvoir faire une exploration en profondeur, vous allez pouvoir zoomer sur une sous-population, comparer votre agence ou votre secteur avec le national, etc. L'ergonomie en général est très simple, c'est-à-dire qu'il vous suffit de cliquer sur un mot, comme ici remboursement, et on va zoomer sur tous les verbatims qui contiennent remboursement, par exemple. Donc c'est très intuitif. Il est possible de mettre en place des tableaux de bord pour vous aider à suivre votre activité. Et en général, la prise en main de l'outil est très rapide, quelques heures suffisent. Alors, je ferme cette parenthèse sur l'IHM qui permet d'explorer les verbatims, parce que donc on a une IHM qui existe et qui est utilisée chez Eloquent, mais si on devait vous la montrer, là, ça prendrait au moins 30 minutes. Un webinaire facile. Et d'ailleurs, il y a eu un webinaire qui a été fait sur le sujet. Donc, si ça intéresse certaines personnes aujourd'hui, on pourra vous fournir le lien et vous pourrez regarder le contenu du webinaire. Et donc, l'idéal pour se lancer, en définitive, pour avoir une idée des possibilités offertes par l'analyse sémantique, c'est de faire un POC, donc partir de 5 à 10 000 verbatim. Donc un POC, un Proof of Concept. POC, c'est ça. Proof of Concept, c'est faire un premier projet, un mini-projet en gros, où on va faire le traitement, identifier les catégories, les opinions, et vous faire un compte-rendu, et puis voir si ça vous plaît, si ça vaut le coup d'aller plus. C'est une démo de faisabilité, en fait, quoi, avec les données du client. C'est ça, exactement. Alors, une fois qu'on est parti de notre corpus de verbatim et qu'on a identifié, on a fait un premier clustering dynamique, donc ça, c'est la machine qui va faire le regroupement des idées. Il y a un travail humain qui est fait par des linguistes qui se rapprochent du client et qui échangent avec lui pour pouvoir trier, regrouper, éliminer les catégories. Alors, pourquoi on doit faire ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des catégories qui ressortent, comme chaussures, pour un opérateur téléphonique qui n'a rien à faire là. Donc, cette catégorie, on va la supprimer. Inversement, il peut y avoir deux idées qui sont proches les unes des autres. Chaussures et escarpins, là, on va les mettre ensemble. Ou on peut vouloir partager certaines catégories. Par exemple, si on a identifié l'accueil, il peut être intéressant de dissocier l'accueil sur le site web et l'accueil téléphonique. À ce moment-là, on va faire deux catégories bien distinctes. Une fois qu'on a listé toutes ces catégories, on a un plan de code, on va établir les dictionnaires correspondants, les grammaires, et on est prêt à lancer l'analyse des verbatims. On a alors structuré l'information, ça veut dire qu'on peut automatiser le traitement, et donc à partir de là, on peut restituer une synthèse aussi opérationnelle que possible, et c'est bien le but de ce qu'on veut montrer dans ce séminaire. Oui, parce que moi, je suis pas chargé d'études, donc il me faut quelque chose effectivement de très opérationnel, prêt à exploiter, quoi. Oui, d'accord, je comprends bien ton besoin. C'est vrai que l'interface exploratoire permet de jouer avec les données, mais après on se dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment concrètement ça me donne des pistes pour avancer? Alors là, je vais vous montrer un tableau de bord qui a été élaboré à partir de données publiques aspirées sur un site. Donc on s'est inspiré de vraies données, mais qui étaient publiques, donc on avait le droit de les exploiter. Alors ici, on a catégorisé un ensemble de verbatim, et on a croisé les catégories avec les opinions exprimées. Et ça nous permet de faire le tableau qui est à gauche et le graphe qui est à droite. Alors ici, on a des catégories. Donc les verbatim étaient relatifs à un e-commerçant. C'est pour ça qu'on voit la taille des produits, la livraison, délai de livraison, paiement, efficacité et compétences des conseillers en ligne, etc., etc. Voilà pourquoi on a ces catégories. Donc, pour chaque catégorie, on a le nombre d'opinions positives exprimées et le nombre d'opinions négatives exprimées. Et ce qui est intéressant avec le graphe de droite, c'est qu'on voit tout de suite, tout en haut, par exemple, les catégories efficacité et compétences et taille produit sont plutôt mal appréciées des internautes. On voit qu'il y a plus d'opinions négatives que positives. Donc, probablement, ça, c'est des axes de progrès. Si vous voulez améliorer votre offre, il va falloir améliorer la présentation de la taille des produits sur le site web, par exemple. Donc, ces axes de progrès,
Ils vont permettre le management des équipes, donc ils vont permettre à la direction et aux managers de donner des instructions aux équipes, Oui. et ils vont permettre de mettre en place un plan d'action pour la période à venir. Et inversement, tout en bas du graphe, on voit les catégories qui ont été très bien notées. Donc, par exemple, le paiement, on voit qu'il y a, 98% des gens qui sont satisfaits du paiement sur le site. Donc, les clients sont satisfaits, autant le faire savoir. Effectivement, il faut exploiter les opinions positives, les sources d'enchantement. Là, c'est plutôt les équipes marketing et com qui vont se servir des témoignages clients pour dire, voilà, nos clients nous recommandent, ils sont satisfaits à 98% de la facilité de paiement sur notre site. Donc, voilà, c'est une pub plutôt positive. Donc, on retrouve ici les éléments négatifs, les leviers d'optimisation, les éléments positifs, et tout ça, ça constitue la voix du client, en fait, ce que le client pense de notre marque, de notre offre. Ensuite, on peut avoir un tableau qui est un petit peu le même que le premier, sauf qu'ici, on a une évolution entre une vague et une autre vague. Donc, ça peut être d'un mois à l'autre ou d'un trimestre à l'autre si on veut suivre l'activité. Ça, c'est très utile si on veut mesurer l'impact des actions engagées précédemment sur les résultats, sur ce que pensent les clients de notre marque. Donc, par exemple, on voit tout en haut du tableau clarté ou délai de livraison. On voit que le pourcentage d'opinions positives a augmenté de 25 et 14%. Donc, ces deux catégories ont bien progressé en termes de pourcentage d'opinions positives. Ça veut dire que le plan d'action qu'on avait mis en place précédemment, peut-être il y a 3 mois, il a bien fonctionné. Et puis, inversement, tout en bas du tableau, on voit que la taille des produits, qui était déjà mal notée juste avant, le pourcentage d'opinions positives a baissé. Et pareil pour efficacité et compétences. Donc là, ce sont des catégories sur lesquelles il faut maintenant travailler. Donc ça va nous permettre de mettre en place le plan d'action suivant. Ensuite, l'analyse sémantique peut vous permettre d'identifier plusieurs types de verbatim. Alors les verbatim négatifs, ce sont ceux qui contiennent des opinions négatives. Ça, on va les adresser au service R&D pour qu'il puisse améliorer son offre, et aussi au service client pour qu'il sache ce sur quoi on va l'interroger, en fait, ce sur quoi on va l'appeler. Donc ça, ce sont plutôt les leviers d'optimisation de la relation client. Ensuite, on a les verbatim positifs. Alors, on se dit, quand on a des félicitations d'un client, bon, c'est que tout va bien, rien à faire. En fait, pas du tout. Il faut vraiment exploiter les verbatim positifs. Déjà en interne pour motiver vos équipes. C'est-à-dire que s'il y a 3 mois, on avait établi un plan d'action qui devait porter sur les délais de livraison, et que là, les clients sont très satisfaits de cet item-là, de cette catégorie, il faut le faire remonter à vos équipes pour les motiver, pour leur dire bravo, vous avez bien travaillé. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un bon moyen de les booster. Ensuite, ça peut servir en marketing et à la com pour communiquer à l'extérieur en disant voilà les témoignages clients, tel client dit ça de la livraison ou de notre offre, donc ils sont plutôt satisfaits. Et enfin, dans les verbatim positifs, on va trouver des best practices. Alors, qu'est-ce que c'est les best practices? Ce sont des éléments qui sont très appréciés, mais pas forcément très répandus. Par exemple, on avait eu ça chez un de nos clients Euromaster. Il y a quelques centres qui, quand les gens venaient poser leur voiture, offraient un café gratuit. Donc, spontanément, ils allaient voir le client, voulaient un petit café. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez répandu, mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Et ils se sont rendus compte que quand les clients s'exprimaient sur la partie café, ils étaient très satisfaits, mais il n'y avait que quelques pourcents de personnes qui parlaient de ce thème-là. Donc c'est un thème qui est peu abordé, mais les gens sont très satisfaits. Voilà, forcément, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut généraliser cette pratique. Comme ça, tous les clients qui viennent vont être satisfaits au moins de ce point-là. Ça va augmenter leur satisfaction globale et ils seront plus fidèles à notre marque. Et du coup, ça peut même devenir un petit point différenciateur par rapport à la concurrence. En fait. Oui, le tout petit à fait. plus, quoi. Exactement. Ensuite, avec l'analyse sémantique, vous pouvez aussi identifier les clients en vrille. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les clients en vrille, c'est ceux qui présentent un risque de résiliation, partir à la concurrence, risque de plainte. Donc là, il faut vite faire remonter au service juridique, ou risque de réclamation. Et ces clients-là, ils risquent de faire un bad buzz sur les réseaux sociaux s'ils ne sont pas traités rapidement. Donc là, c'est vraiment des items très importants, des verbatim qu'il faut traiter le plus vite possible. Et on est capable de les détecter et de lancer des alertes, donc soit par mail, soit par SMS, pour pas laisser passer trop de temps. Parce que si vous lisez qu'un client se plaint, ça fait 3 fois qu'il essaye d'appeler, il a personne, et que vous le rappelez 2 semaines après, en général, le mal est fait. Donc là, c'est un peu trop tard. Il faut vraiment être très réactif sur cette partie.
Et puis à la fin, on est aussi capable d'identifier les suggestions, donc qui vont contenir un petit peu tous les usages qu'on a vus et servir à tous les services de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt pour un pilotage relativement fin d'une agence, d'un secteur. Ouais. Si moi, je veux prendre un peu de hauteur, avoir une vision un peu plus stratégique, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Oui, alors les tableaux de bord qu'on a vus précédemment, ils sont adaptables, hein, évidemment. Et effectivement, je comprends ce que tu me dis. C'est une demande fréquente de nos clients. C'est-à-dire que les tableaux de bord qu'on vient de voir, ils vont servir dans une agence ou une zone. Je suis responsable de Rhône-Alpes. Je vais avoir mon tableau de bord, puis je vais comparer au niveau national et je sais que moi, je vais devoir faire ça, ceci ou cela à mes équipes. Maintenant, si on veut une vision plus haut niveau, notamment au niveau du CODIR d'une société, il est possible de mettre en place une autre restitution, une restitution alternative, avec notamment la mise en évidence des signaux faibles dont on parle beaucoup et vous avez dû en entendre parler déjà. Alors, cette restitution, on l'a appelée le Weak Signal Tracker, c'est-à-dire le détecteur de signaux faibles. Elle donne directement la marche à suivre. Alors peut-être que les thèmes, les catégories qui sont sur le graphe ne sont pas très lisibles, mais on va vous les détailler, hein, donc n'ayez pas peur. Le principe, si on regarde la première catégorie qui est à gauche, en l'occurrence c'est le site web, le principe c'est que pour chaque catégorie, on a un score positif donc on a une barre verte, et la hauteur de la barre dépend de l'implication des gens qui ont apprécié le site web. Donc on prend tous les gens qui ont apprécié le site web, oui. On mesure à quel point ils l'ont apprécié, est-ce qu'ils ont mis un tout petit peu plus que la moyenne ou 10 sur 10, d'accord ? Et du coup ça donne une barre plus ou moins haute. Donc là, la hauteur de la barre, c'est la moyenne des gens satisfaits. Là on voit que les satisfaits, voilà, ils sont plutôt bien satisfaits. On a l'équivalent pour les gens qui sont mécontents, donc ceux qui ont exprimé une opinion négative. Donc on a la moyenne d'insatisfaction, enfin l'implication négative de nos clients. Ensuite, on a le petit point jaune qui représente la moyenne de toute la population, tous les gens qui se sont exprimés sur le site web. D'accord. Et encore en dessous, on a l'occurrence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se sont exprimées sur ce thème-là. Alors en quoi ça va nous servir ? Cette représentation qui est finalement très simple parce que sur une seule page, on a une dizaine de catégories qui représentent notre parcours client, donc du site web jusqu'à l'image de marque de la société. Et malgré tout, on va pouvoir prendre des décisions directement en voyant ce graphe. Alors, il y a 4 types d'interprétations qu'on peut avoir et qui peuvent être générées de manière automatique d'ailleurs. Tout d'abord, les signaux faibles. Alors, signal faible, on voit ça sur les compétences conseillées. C'est la 5e catégorie que vous voyez sur le graphe. Voilà. Alors, un signal faible, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est caractérisé par une forte insatisfaction. Les gens qui sont insatisfaits le sont fortement. Les gens qui sont satisfaits le sont, mais un petit peu. Et il y a très peu de gens qui parlent de ce thème-là. Ici, c'est 4%. Le risque, c'est que ce thème-là, ils prennent de l'ampleur et petit à petit, ce ne soit pas 4%, mais 10, 20% des gens qui parlent de ce thème-là. Et comme on voit qu'en général, ils sont très insatisfaits, ça va poser problème et ça va nuire à votre image de marque. Donc là, il faut vraiment agir sur ce signal faible, ou en tout cas le surveiller. Ensuite, on voit les best practices. On voit ça, par exemple, sur la joignabilité, c'est le deuxième. Voilà. Donc là, c'est un petit peu l'inverse. Les gens qui sont satisfaits sont très satisfaits. Les insatisfaits sont un petit peu insatisfaits. Et il y a très peu de gens qui parlent de ce thème-là. L'exemple du café tout à l'heure. Voilà, l'exemple du café, 2%. J'ai un autre exemple que je vais vous donner. Par exemple, moi-même, quand je suis allé faire la révision chez Renault, j'ai posé ma voiture le matin, je l'ai récupérée le soir. Bon, ils avaient mis une housse pour protéger le volant, le siège, donc ça, c'est normal. Mais ils m'avaient fait le nettoyage intérieur-extérieur de la voiture. Et je me suis dit, ils ont fait ça spontanément. Je ne m'attendais pas du tout, moi, j'avais rien demandé. Et pour moi, c'était vraiment un point positif et différenciant. Et depuis, j'ai pris l'habitude de faire toujours la révision chez eux. Donc, c'était une pratique qui était peu répandue. Et en voyant les témoignages clients qui parlent de nettoyage et qui disent ça c'est vraiment top, c'est une pratique qui a été généralisée. Donc au départ c'est une pratique dont on parle peu, 2%, mais qui est très très appréciée. Là l'idée c'est vraiment de la généraliser pour que tous vos clients soient très satisfaits et soient de plus en plus fidèles à votre marque. 2 dernières interprétations et on aura fini avec ce graphique.
Les chantiers prioritaires. Alors ça, c'est très important. On voit ça sur la dernière catégorie, l'image de marque. Alors là, c'est des données fictives qu'on présente, mais on a des gens satisfaits qui sont très satisfaits, ou des gens insatisfaits qui sont très insatisfaits. Donc ça veut dire que c'est une catégorie qui est clivante. Soit on adhère complètement, soit pas du tout. Là, c'est très important d'améliorer notre offre sur cette catégorie-là, en l'occurrence l'image de marque, de manière à ce que tous les insatisfaits deviennent des satisfaits. Et ce qu'on va gagner, là on voit qu'on a une amplitude importante. En fait, la moyenne générale, qui est le point jaune ici, si tous les gens passent en satisfait, la moyenne, ça sera la moyenne des satisfaits, c'est-à-dire le haut de la barre verte. Ouais. Et en fait, on mesure ce qu'on va gagner entre le point jaune et le haut de la barre verte. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros gap. Donc c'est vraiment un chantier sur lequel il faut agir en priorité. Il est caractérisé par des grosses amplitudes et le fait que beaucoup de gens parlent de ce thème-là. Et pour finir, les chantiers prioritaires, ils sont caractérisés par des gros volumes, mais des faibles amplitudes. On voit ça sur la catégorie là, qui est au milieu, c'est assurance. Ici, on a des gens satisfaits qui sont un peu satisfaits, mais pas énormément. Les insatisfaits, c'est pareil, et beaucoup de gens parlent de ce thème-là. Alors là, ça sert à rien de dépenser beaucoup d'argent pour améliorer, pour faire passer tous les insatisfaits en satisfaits, parce que vous voyez que la moyenne générale, elle va passer du point jaune au haut du point vert, au haut du vert. Ouais. On va gagner quasiment rien, donc on va dépenser du temps et de l'énergie pour pas grand-chose au final. Okay. Alors, ce qui est super important, c'est qu'avec ce tableau, on a un tableau qui est généré de manière automatique et qui est directement opérationnel, donc il donne la marche à suivre. Et une deuxième remarque, c'est qu'il faut pouvoir détailler chaque catégorie, c'est-à-dire que là, on a une vision globale, au niveau du CODIR, par exemple, mais après, si on veut aller un petit peu plus loin, si par exemple notre site web est mal noté, il faut comprendre pourquoi. Donc, soit on utilise une interface exploratoire telle que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et donc on va fouiller, avoir des sous-catégories ou des sous-populations, ou alors il faut avoir directement des sous-catégories qui sont regroupées dans le site web, parce que si on nous dit le site web est mauvais, il est important de comprendre quelle est la raison principale. Est-ce qu'il est mauvais parce que le site est lent? Est-ce que c'est parce que l'ergonomie n'est pas bonne? Est-ce que c'est la recherche qui n'est pas simple sur le site? Est-ce que c'est le plan du site qui n'est pas clair? C'est important d'avoir des détails pour, au final, savoir exactement ce sur quoi il faut travailler. Et pour terminer, dernier slide de présentation. Merci à tous ceux qui ont patienté. On a parlé tout à l'heure du multicanal avec les réseaux sociaux, les blogs, les forums, les sites web, etc. Vous pourrez très bien aller aspirer des données comme on l'a fait sur un site public et les exploiter pour faire de la veille concurrentielle, de la comparaison entre différentes marques. Donc, ce n'est pas forcément des données que vous avez aujourd'hui chez vous, issues des enquêtes, c'est des données qui peuvent être aspirées sur des sites web, des forums, etc. Et à partir de là, vous allez pouvoir comparer la répartition, ici dans l'exemple qui est là, la répartition des opinions entre votre marque et deux autres concurrents, et aussi la répartition des catégories entre vous et vos concurrents. Donc peut-être que chez moi, on parle beaucoup de sites web ou de paiement, alors que chez les concurrents, c'est un thème qui n'est pas du tout évoqué. Ah oui, là, nous, on a un gros problème sur le paiement, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Inversement ou l'inverse. Voilà. Donc on va pouvoir effectivement se comparer aussi bien en termes d'opinion, donc voir l'image de marque qu'on renvoie à nos clients par rapport à nos concurrents, et aussi en termes d'activité avec les différentes catégories. Voilà. Alors, s'il y a 3 points à retenir de ce webinaire et de l'exploitation de l'analyse sémantique, permise par l'analyse sémantique, c'est que, première chose, il faut extraire des informations de l'ensemble des verbatims que vous avez. Ensuite, il faut le faire de manière automatique, déjà parce que ça vous fait gagner du temps, ça vous permet de ne pas louper un verbatim qui serait très important et ça vous permet d'être plus réactif. Et ensuite, il faut utiliser les données issues de l'analyse sémantique pour établir des plans d'action. Alors, l'important, c'est que ces plans d'action vont être opérationnels, automatique, je l'ai dit, et utilisable au quotidien pour piloter votre activité. Ok, merci Mathieu pour tous ces conseils concrets sur l'exploitation des verbatims, des commentaires de mes clients. Avant de passer à la phase des questions, on est pas mal au niveau du timing. Je voudrais vous rappeler pardon, que nous allons vous envoyer une petite enquête de satisfaction à l'issue de ce webinaire.
Et c'est notamment via cette enquête que vous allez pouvoir demander le support de présentation. Donc, n'hésitez pas à nous répondre et puis à nous transmettre vos remarques, vos suggestions, notamment aussi sur le thème des prochains webinaires. Donc, ça sera avec plaisir qu'on abordera les thématiques qui vous intéressent vraiment. Voilà, on va passer aux questions, Mathieu. Oui. Alors, je vois une première question là qui est, c'est parce que je l'ai sous les yeux, quel volume peut-on traiter? C'est une des dernières questions posées, mais je l'ai. Quel volume peut-on traiter? Alors là, pour certains clients, on a des volumes qui sont au-delà de 50 000 verbatim par jour. On a aussi été capable d'analyser plus d'1 million de CV. Donc un CV, c'est plus complexe qu'un verbatim. Un verbatim, c'est une phrase en général. Dans un CV, il y a une multitude d'informations qui sont en plus pas forcément structurées, c'est-à-dire qu'on a des paragraphes, etc. Mais bon, sachez que voilà, on est capable de traiter plus de 50 000 verbatim par jour sur une seule enquête. Et ensuite, on a des rapports qui s'appuient du coup sur plusieurs millions de verbatim. Alors, est-ce que votre système sait traiter les fautes approximations de Twitter ou des SMS? Alors ça, oui, effectivement. C'est vrai que comme j'ai parlé des réseaux sociaux et de récupérer des infos sur les réseaux sociaux, soit dans les SMS, soit sur Facebook, Twitter, souvent les gens écrivent un petit peu vite sur leur téléphone. Les jeunes. Oui, mais notamment avec Twitter, il y a un nombre de caractères limité, donc des abréviations. Et en fait, nos grammaires sont adaptées, c'est-à-dire qu'on sait gérer à la fois les fautes d'orthographe, ça arrive qu'on en trouve, et puis les fautes de frappe, quelqu'un qui n'a pas fait exprès, ou même les abréviations. Et donc, par exemple, si quelqu'un dit ouais, on sait dire oui. S'il dit, toutes les abréviations que vous allez trouver, TKT pour t'inquiète, MDR, enfin bon, toutes les abréviations usuelles qu'on voit dans les tweets, on sait les traiter, ou dans les SMS. Et notamment, on a mis en place des grammaires qui permettent de faire des enquêtes via SMS et de traiter. Comme quand vous répondez par SMS, c'est pas une case à cocher, il faut taper le texte. Il y a des fautes de frappe, il y a des abréviations. Il y a des gens, on leur demande une question, mettez une note de 0 à 10, ils mettent c'était super, enfin, ils mettent 9, c'était super, par exemple. On est capable de traiter tout ça et d'interpréter une réponse qui a été, entre guillemets, mal formulée. Voilà, donc nos grammaires savent faire ça. Est-ce que vous avez vous-même mis en place de l'analyse sémantique pour découvrir des signaux faibles? Alors oui, ça on l'a fait chez Eloquent, effectivement. C'est bien on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais là en l'occurrence on l'a fait. En fait, on avait l'habitude de faire partir des enquêtes de satisfaction auprès de nos clients. Ouais. Donc chaque année, pour évaluer la pertinence de nos logiciels, de notre partie commerciale, de la partie IT et aussi de la partie opérationnelle pour chaque département, qui accompagne nos clients, les chargés d'études, etc. Et donc dans cette enquête, on a eu quelques clients qui ont remonté le fait qu'il serait important pour eux ou qu'on leur avait proposé au cours d'un projet de faire des suggestions d'amélioration. Et donc, ils étaient très enthousiastes à cette idée, mais c'était un thème qui était peu abordé. Donc, typiquement, c'était un best practice à généraliser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place dans nos logiciels la possibilité de poster une demande d'amélioration ou une suggestion directement quand vous utilisez le logiciel. Ça va à l'équipe R&D en direct. Et aujourd'hui, du coup, on a une à deux propositions par semaine. Ouais. Donc, c'est quand même important. On a pas mal d'idées d'amélioration qui sont remontées par ce biais. Oui, ça me fait penser dans le log de version sur Interview notamment, on matérialise bien justement l'amélioration qui a été soufflée par un client. C'est aussi, ça permet de montrer qu'on écoute nos clients, tout simplement. Alors je vois combien de langues savez-vous traiter et pouvez-vous traiter des conversations téléphoniques? Alors, combien de langues on sait traiter? En fait, on a des grammaires natives qui savent traiter 5 langues. C'est français, anglais, italien, espagnol, allemand. Ça veut dire que les grammaires sont adaptées aux termes natifs, aux termes de la langue d'origine. Après, on a déjà fait des expérimentations sur une quinzaine de langues, notamment des langues asiatiques et d'autres langues européennes. Et on a observé que entre le traitement qui pouvait être fait à la main
ou le traitement qui pouvait être fait en automatique via des traductions automatiques, les pourcentages de catégorisation et d'opinion étaient les mêmes. Donc on avait les mêmes résultats, ce qui veut dire que si vous êtes une multinationale, et d'ailleurs on travaille avec des clients étrangers, et que vous travaillez sur une quinzaine ou une vingtaine de langues, il y a certaines langues qui peuvent être traitées en natif, mais pour les autres, il est tout à fait envisageable de faire de la traduction automatique qui ne coûte pas grand-chose et qui donnera les mêmes résultats en termes de pourcentage de catégories et d'opinions. Et même si un terme est mal traduit, ce qui peut arriver avec une traduction automatique, nos logiciels, comme je le disais tout à l'heure à propos des SMS et de Twitter, savent corriger le tir et donc vont traiter le terme correctement. Alors j'ai juste vu Justine, oui, nous allons envoyer on ne vous envoie pas le webinaire complet, mais il est dispo 7 jours sur Webikeo. Et puis nous, après, on le met sur notre site web, donc pas de souci, vous aurez la vidéo complète. Je crois que je n'ai pas répondu à la question complète tout à l'heure. C'est est-ce qu'on peut traiter aussi les conversations téléphoniques? Donc aujourd'hui, chez Eloquent, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la capacité technique, on ne fait pas de retranscription. Cependant, on a plusieurs partenaires qui proposent ce service. Et donc, il y a plusieurs possibilités, effectivement, pour exploiter les conversations téléphoniques de vos agents ou de vos clients. Sachant que chez Eloquent, on est nous aussi éditeur d'une solution pour les centres d'appel. Donc on a nous-mêmes beaucoup de conversations téléphoniques. Et donc oui, on sait traiter ces conversations. C'est pas nous qui le faisons directement techniquement, mais on a des partenaires qui travaillent là-dessus pour nous. J'ai eu un question. Quel volume peut-on traiter? Donc ça, on en a parlé. Pouvez-vous traiter les verbatims récupérés sous SVI? En vocal interactif, oral. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça, soit on fait de la retranscription. Alors SVI, c'est on tape un, taper deux. Oui, oui. Voilà. On fait déjà des enquêtes de ce type-là. Et après, c'est un petit peu comme l'enquête SMS. On est capable. Donc, quand c'est du 1, 2, 3, quand c'est un bouton sur lequel il faut appuyer, on a directement la réponse. Et quand c'est du texte ou que c'est dicté oralement, soit on fait de la retranscription. Et si c'est du texte, on fait passer notre grammaire qui est adaptée pour les SMS et on sait traiter ce genre de verbatim. Quel volume de verbatim traité pour l'échantillonnage? Alors, j'interprète un peu la question, vous me direz si c'est ça. Pour moi, c'est quel volume il faut pour que ce soit rentable. Ouais, pour que ce soit significatif, oui, voilà. Aussi. Alors, à partir de 1000 verbatim, ça peut être intéressant de faire un traitement automatique et ça sera plus intéressant économiquement que de le faire à la main. Si vous en avez 100, ça vaut pas le coup. Vaut mieux le faire à la main. Vous allez y passer 1 heure ou 2 et puis plutôt que de payer un coût de setup ou de mettre en place une analyse automatique. C'est vrai que 1000 et puis 1000 par mois. C'est vrai que c'est par mois en plus. Chaque fois j'ai une grosse quantité de verbatim qui arrive, c'est quand même plus intéressant. Ouais, donc quand je disais 1000, c'était pas seulement 1000. Si on en a que 1000 à traiter sur toute l'année, je ne conseille pas de mettre en place un système automatique. Par contre, si on a 1000 par mois, effectivement, ça vaut le coup. Et donc on met en place l'analyse sémantique automatisée, ce qui fait que après, au fil de l'eau, quand les verbatim arrivent, on saura les traiter et vous sortir les catégories, les opinions. Et on peut aussi le faire one shot, mettons en fin d'année, vous nous dites, voilà tous les verbatim qu'on a récoltés pendant l'année. Typiquement, on l'a fait pour un opérateur qui travaillait avec des assurances. Et en fait, il était sous-traitant d'assurance. Il reçoit beaucoup d'appels. Et pendant ces appels, les agents prennent des notes. Et alors, en fin d'année, il voulait vérifier que les agents suivaient bien déjà éventuellement le script d'appel. Et surtout, n'avaient pas dans leurs notes des contenus qui pouvaient être blessants. Donc, qui pouvaient être relevés par la CNIL. Et notamment, il y a une marque, je ne sais pas si je peux la citer, mais il y a une marque qui a été épinglée. Qui a été épinglée l'été dernier parce que dans les commentaires des agents, il y avait des commentaires un petit peu blessants comme ça. Donc elle s'est fait un peu retoquer, tirer les bretelles par la CNIL. Nous, on a fait passer tous ces verbatim, tous les commentaires agents dans notre cartouche, dans notre grammaire qui traite les termes compromettants, on va dire. Et à chaque fois, tous ceux qui avaient été identifiés par la CNIL ont été identifiés par notre grammaire. Donc en fait, je m'éloigne un peu de la question, mais l'analyse sémantique, ça permet une multitude de traitements. Et oui, pour répondre, donc c'est à partir de 1000 par mois, ça vaut le coup, effectivement, ou de 5 à 10 000 sur une année, ça vaut le coup de lancer un traitement automatique.
J'avais une question du coup de Nathalie sur la fourchette de prix pour 5000 verbatim usagers, établissement de soins. Alors, pour les prix, je vous invite à vous rapprocher de nous. Donc, vous avez nos mails où vous pouvez nous contacter par le site web. Sachez qu'en général, pour un projet, on a un coût de setup, c'est-à-dire qu'on va travailler avec vous sur la mise en place des catégories que j'ai évoquées tout à l'heure. Nous, on fait une première catégorisation automatique. Ensuite, il faut un travail humain entre les linguistes et vous-même pour établir la bonne grille de catégorie, le plan de code. Et suite à ça, on a un coût d'utilisation en fonction du volume de verbatim. Voilà. Ou alors, donc là, c'est pour 5000. Si vous dites je veux en analyser 5000 d'un coup, ça sera une prestation one shot. Pour toutes les questions de tarifs, on invite les personnes à se rapprocher de Mathieu avec son mail qui est sur l'écran. Ce sera plus simple. Et sachez qu'on est assez bien placé au niveau tarif, notamment sur la restitution qu'on a vue à la fin, là, qui est adressée plutôt au CODIR. Là, il nous faut quelques semaines pour le mettre en œuvre et on est aux alentours de 10 000 €. Donc, c'est quelque chose qui permet d'être très opérationnel. C'est une restitution qui est très haut niveau. Et bon, sachant qu'il y a un travail sur les grammaires en amont, c'est pas un coût qui est énorme. Alors, il y a une question. Tenez-vous compte du fait que les insatisfaits s'expriment toujours plus. 90% des satisfaits, par exemple, ne diront rien. C'est vrai qu'on a des stats souvent entre les personnes qui expriment leur insatisfaction versus celles qui ne disent rien parce qu'elles sont contentes. Donc, est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus? J'ai deux réponses. La première, c'est de dire que c'est pas moi le mieux placé pour répondre à cette question, en ce sens que je pense que notre spécialiste linguiste saurait mieux dire si effectivement il y a plus de réponses des insatisfaits que des satisfaits. Et la deuxième réponse que je peux donner, c'est à travers la dernière restitution qu'on a vue, vous vous souvenez, il y avait une barre verte qui mesurait l'implication des satisfaits et une barre rouge qui mesurait l'implication des insatisfaits. Ouais. Et du coup, le fait qu'il y en ait beaucoup dans l'un ou beaucoup dans l'autre, on n'en tient pas compte, c'est gommé par l'implication. Autrement dit, si vous avez 10% de gens très satisfaits, ou peu satisfaits, mais 10% de satisfaits, on va prendre la moyenne de leur satisfaction et prendre une première barre, et les 90% d'insatisfaits vont avoir leur barre à eux. Donc, il n'y aura pas cet effet de masse, de gros volume d'insatisfaits versus de petits volumes de satisfaits. Et donc, cette restitution-là, elle est bien notamment pour ça. Et puis, je vois, alors on est à 42. Voilà, encore deux petites minutes, une petite dernière question sur le multilingue français-anglais. Multilingue français-anglais, oui. Alors, on a, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux moyens de le traiter. Soit on traduit tout dans l'une des deux langues et on fait tout passer dans un des moteurs qui est natif, donc français ou anglais. Ou alors, on sait déjà traiter les deux langues en natif. Donc, on sait très bien traiter les verbatims anglais d'un côté, les verbatims français de l'autre. Et après, en termes de restitution, soit on fait une synthèse en catégorie dans une des deux langues, voire les deux. Et sur l'interface exploratoire, on peut mélanger les deux. Voilà. Tout est possible. Puis on va prendre la dernière question de Boris. Ouais. Après, ça sera terminé. Tout le monde pourra aller manger. Comment distinguez-vous les clients en vrille des clients avec verbatim négatif? Alors, c'est surtout en fonction des termes qu'ils emploient. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit je ne suis pas satisfait de votre offre, bon, on voit que c'est un négatif. Le client en vrille, il va être plutôt identifié. Alors, je ne vous ai pas montré l'interface exploratoire, mais quand justement on sélectionne les clients en vrille, on voit le nuage de mots ou nuage de concepts relatifs aux clients en vrille. Et là, on voit que c'est des termes très forts. Donc, il y a des points d'exclamation, des insultes, vous me prenez pour un on, des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment des termes très forts qui sont employés. Et donc, nos grammaires sont capables de différencier l'aspect négatif simple d'une colère sous-jacente importante. Ok, super. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, en tout cas dans le chat. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, soit par email, soit via l'enquête de satisfaction que vous allez recevoir. Et puis pareil, si vous souhaitez avoir le support PowerPoint, merci d'indiquer dans l'enquête de satisfaction. En tout cas, on vous dit merci en tout cas Mathieu. Et merci puis à bientôt sur un webinaire éloquent. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.